Deuxième partie, 1894. Chapitre 7. Marnia. Maria attendait l'arrivée du fiacre de monsieur et madame Fabre, qui devaient les emmener, elle et ses filles, à Marnia, où elles étaient invitées au mariage de mademoiselle Tebzer. « Rose, Claire et Léonore, êtes-vous prêtes ? Avez-vous bien plié vos robes de bal, vos bas de soie et vos bottines vernies ? Avez-vous pris des vêtements pour une journée de campagne ? » « Maman, ne t'inquiète pas, j'ai inspecté la malle, tout y est, répondit Rose en épinglant son chapeau de paille. Rose avait 19 ans. Elle portait ses cheveux, couleur noisette, en chignon haut sur la tête, laissant échapper quelques boucles qui lui encadraient le visage. Ses joues étaient colorées et elle respirait la joie de vivre. Elle riait et chantait toute la journée, même en faisant le ménage ou la cuisine. Elle avait toujours secondé sa mère et même élevé ses sœurs qui lui obéissaient sans rechigner. Son autorité était bien assise, mais elle n'en abusait pas. Claire avait 17 ans. Elle était très belle. Son teint de porcelaine était rehaussé par une épaisse chevelure brune qu'elle laissait librement tomber sur ses épaules. Elle avait cependant un regard un peu mélancolique et parfois même anxieux. Contrairement à Rose, elle ne s'intéressait pas aux travaux ménagers, elle préférait la lecture. Elle avait fait de bonnes études primaires et secondaires avec les religieuses et elle recherchait un emploi dans l'administration. La Poste lui en avait proposé un parce qu'elle était célibataire. Elle serait chargée de trier les lettres, ce qui n'était pas un travail exaltant, mais c'était à son avis mieux que celui de ménagère ou de couturière. Éléonore, du haut de ses 15 ans, réunissait la gaieté de Rose et la beauté de Claire. Contrairement à ses sœurs, elle était blonde comme son père et avait aussi son regard d'azur. Elle avait terminé sa scolarité sans éclat, mais elle possédait des doigts de fée pour le dessin et la couture. Maria l'avait prise avec elle dans son atelier qui, en plusieurs années, avait pris de l'extension. Elle employait 3 personnes, en plus de sa fille, et son carnet de commandes était toujours plein. Elle s'était spécialisée dans les vêtements de luxe brodés et incrustés de pierres précieuses. Elle gagnait très bien sa vie et avait déménagé rue La Mauricière, où elle louait un grand appartement. Elle y avait installé son atelier dans la plus grande des 5 chambres. Elle payait elle-même son loyer et ne demandait plus l'aide de Ramon depuis plus de 10 ans. Elle lui avait même remboursé ses prêts. Joseph lui avait écrit pendant 2 ans sans vraiment l'encourager à le rejoindre. Il s'était fait moins pressant qu'au début de son arrivée en Argentine et il n'y avait pas trouvé l'Eldorado escompté. Sa dernière adresse connue était Buenos Aires, où il était employé dans une entreprise d'import-export de sucre. Maria avait aujourd'hui 45 ans. Elle avait élevé seule ses 5 enfants, sans beaucoup de mal. La vie en Algérie était douce et elle y avait beaucoup d'amis. Elle ne regrettait rien et surtout pas de ne pas avoir suivi Joseph dans son aventure qui semblait avoir été malheureuse. Peut-être était-il mort. Cette idée ne l'emplissait plus d'effroi et de chagrin. Son amour pour lui s'était estompé. Les cris de joie de ses filles la sortirent de sa rêverie. Monsieur et madame Fabre les attendaient au bas de l'immeuble. Elles descendirent la malle et embrassèrent leurs amis. « Monte près de moi, Rose chérie, s'exclama madame Fabre. Je suis si heureuse à l'idée de passer 3 jours près de toi. » Rose était sa préférée et ce depuis l'enfance. Elle lui prit la main et la serra dans ses bras. Rose lui rendait bien son affection. Elles se mirent à parler et à rire sans se préoccuper des autres. Monsieur Fabre fit monter Maria près de lui. Claire et Éléonore prirent place près du cocher. L'attelage se dirigea vers le Méchoir et bifurqua rue de Fès pour sortir de Tlemcen par la porte du même nom. Maria et ses filles connaissaient bien cette route qu'elles avaient fréquemment empruntée pour se rendre chez Ramon après le décès de Dolores. Cette dernière était morte en couches et depuis la famille ne se réunissait plus que pour Noël. Ramon tenait à organiser tous les ans cette fête à Mansoura. Il avait renouvelé sa demande à Maria après le décès de son épouse, mais toujours sans succès. Maria n'aimait pas Ramon.
Elle ne voulait pas vivre en recluse à la ferme et surtout, elle n'avait pas oublié les affres de Dolorès. Ramon avait épousé 2 ans auparavant une belle Irlandaise de 20 ans sa cadette. En ce mois d'avril, le temps était très ensoleillé sans être trop chaud. Claire et Éléonore s'abritaient sous une ombrelle et le vent léger, provoqué par la vitesse des chevaux, leur caressait le visage sans même les décoiffer. Dans la voiture, les conversations allaient bon train. Madame Tebzer a réservé l'Hôtel de France pour tous ses invités, à l'exception de leurs proches qui seront installés dans leur propriété, déclara Madame Fabre. Serons-nous nombreux demanda Maria par politesse. Je crois qu'il y a 200 invités. La famille, bien sûr, leurs amis de Tlemcen comme nous, mais aussi des officiels comme le préfet, le maire, des généraux, des magistrats. Enfin, tout le gratin de la région. Est-ce qu'il y aura aussi des jeunes demanda timidement Rose. Bien sûr, ma chérie, les amis des jeunes mariés sont invités. Ernest, le fiancé de Marie-Amélie, est officier et il a sûrement convié des soldats de son bataillon. Ne t'inquiète pas, tu auras de jeunes cavaliers pour t'inviter à danser. Savez-vous, chère Maria, que votre cliente, Madame Héloïse Bugeaud, sera présente en compagnie de son mari, le vieux notaire de Tlemcen, et de son jeune amant, le fringant officier, Oscar de Montagnac, interrogea Madame Fabre. Cher ami, il s'agit de médisance. Héloïse, bien que plus jeune que son époux, lui est fidèle, et son amitié pour Oscar est mal interprétée, répondit Maria, légèrement agacée par ces ragots qu'il lui faudrait supporter au moins 3 heures avant l'arrivée à Margna. Si la voie ferrée avait été terminée, elle aurait pris le train, sans avoir recours à ces personnes à qui pourtant elle était redevable. En effet, Joselito, avant de faire son service militaire, avait été embauché comme chauffournier dans les fours à chaux de M. Fabre. Comme son père, Joselito était un bon tailleur de pierre et il s'entendait très bien avec son patron qui prenait de l'âge et s'appuyait de plus en plus sur lui. Il attendait avec impatience la fin des 3 années de service militaire pour lui faire des propositions de reprise de son affaire. Il lui en avait déjà touché 2 mots. Rose sentit la lourdeur de l'ambiance et se mit à parler de tout et de rien avec Madame Fabre, qui buvait ses paroles. Monsieur Fabre et Maria s'assoupirent légèrement. Après un pique-nique dans la forêt, ils arrivèrent vers 15 heures à Margna. Ce nom fit penser à Maria que c'était en 1844, sur la frontière de l'Algérie et du Maroc, près des ruines romaines et de la Kouba de la Margna, que sur cet emplacement fut construite à la hâte une redoute militaire abritant une garnison de 400 hommes. C'était un fort protégé par des fortifications défensives extérieures. Un hôpital militaire y fut édifié. En mars 1845, une convention, dite la Lamarnia, y fut signée entre le Maroc et la France pour régler les litiges autour des frontières incertaines entre l'Algérie et le Maroc. Cette convention prévoyait un tracé au nord et des souverainetés sur les tribus au sud, dans le désert du Sahara. Maria repensait à l'histoire de la conquête de l'Algérie, qui lui avait été 100 fois racontée avec des versions différentes par Aïcha et Ramon. Elle en avait fait une synthèse en écartant les propos partisans des 2 protagonistes. Cette convention, la Lamarnia, marquait la fin de la guerre avec l'émir Abdelkader, qui avait duré 8 années. Ce chef de guerre, croyant, attaché à sa foi et à l'islam, était le fils de Mahdi el-Din, pieux marabout, ayant lancé l'anathème sur les Koulouglis à Tlemcen et sur les autochtones à Arzrou et à Mostaganem, qui s'étaient ralliés aux Français en 1831. Ce héros d'Aïcha était un homme de petite taille, valeureux cavalier, svelte et intrépide, dont le cheval portait entre ses oreilles un verre de liqueur enivrante. Cet homme, fanatique et cruel, selon Ramon, avait lancé un perpétuel appel au djihad et avait voulu fonder un royaume musulman et chasser les Français. En 1834, l'émir aurait trompé le général des Michel en lui faisant signer un traité rédigé en français et en arabe, mais dans 2 versions différentes. Le général des Michel, de bonne foi, pensait avoir servi la paix en faisant de l'émir un allié de la France, alors qu'au contraire, la version arabe avait permis à Abdelkader
d'acheter des armes aux Français et de se doter d'une grande armée composée de fantassins, cavaliers et canonniers. Abdelkader avait lutté contre les Français, mais aussi contre les tribus qui s'étaient ralliées aux Français. En 1835, sur les conseils du duc d'Orléans, son fils, Louis-Philippe, nomma Clausel gouverneur général. Ce dernier fut partisan de la conquête intégrale de l'Algérie et s'attaqua à la capitale d'Abdelkader. Mascara tomba et Clausel libéra les Turcs et les Koulouglis réfugiés dans le méchoir de Tlemcen. Cette ville resta sous la garde du capitaine Louis-Eugène Cavaignac, mais l'émir empêcha le ravitaillement des troupes. La France envoya 3 régiments de ligne sous les ordres de Thomas Robert Bugeaud de la Piconnerie, qui infligea un revers cuisant à l'émir. Après la défaite de Clausel à Constantine contre Ahmed Bey, le général Bugeaud fut chargé de négocier avec Abdelkader. Le traité de la Tafna fut signé le 30 mai 1837. Mais encore une fois, le général, comme Desmichel, fut cornichonné par la version arabe de l'accord, qui reconnaissait l'émir comme souverain régnant sur une large moitié de l'ancienne régence. Abdelkader organisa son royaume en califat, dont Tlemcen. Il nomma un gouvernement et s'entoura de conseillers fidèles et compétents. Mais Paris souhaitait la conquête de l'intégralité de l'Algérie et le général Vallée s'affranchit de la Tafna en passant les portes de fer. La guerre totale avec l'émir fut déclarée. Les années de 1840 à 1843 seront celles de la lutte contre Abdelkader par le général Vallée, puis par le général Bugeaud, avec de terribles razzias, récoltes pillées, troupeaux et biens des tribus fidèles à l'émir volés. Le 16 mars 1843, la Smala, capitale mobile de l'émir après la perte de Tagtempt et de Mascara, tomba aux mains du duc d'Aumale, jeune fils de Louis-Philippe. Abdelkader avait tout perdu, sa famille, ses serviteurs et ses biens. Il se réfugia au Maroc. Bugeaud le poursuivit et remporta sur les Marocains, alliés de l'émir, une victoire sans appel. Le traité de Tanger du 10 septembre 1844 rétablit la concorde entre la France et le Maroc et déclara Abdelkader hors la loi. Ce dernier essaiera encore de constituer au Maroc un fief islamique, mais le sultan, Moulay Abderrahmane, combattra avec l'aide des Français cet agitateur. Abdelkader fit sa soumission au général Lamoricière à la tête de l'armée française le 23 décembre 1847. Ma chère Maria, vous semblez absorbée dans vos pensées, très loin de nous et de notre voyage, déclara M. Fabre. Mais non, cher ami, je repensais à l'histoire de notre pays, ses faits d'armes et ses traités, répondit Maria en se redressant. Nous arrivons, je pense, car j'aperçois la croix et le clocher de l'église de Marnia. Le fiacre ne tarda pas à entrer dans la ville et se dirigea vers l'hôtel de France. De nombreux invités étaient déjà attablés à la terrasse devant la grande verrière du restaurant. Le cocher stoppa le convoi pour laisser descendre ses occupants. Les garçons de l'hôtel se précipitèrent pour aider les dames à descendre et pour monter les malles dans les chambres. Maria avait réservé une chambre pour elle et ses 3 filles. Joselito et François Manuel coucheraient à la caserne. Leur chambre était très spacieuse et les filles sortirent sur le balcon donnant sur la terrasse. Elles étaient folles de joie. C'était leur premier séjour à l'hôtel et elles se sentaient pousser des ailes. La vie devenait facile et joyeuse. Elles seraient servies et n'auraient à penser qu'à être belles et aimables. Elles allaient manger des mets délicieux, boire du champagne, danser avec de beaux jeunes gens. Les préparatifs de la fête étaient encore mieux sans doute que la fête elle-même. Cet état d'excitation disparaîtrait pour être remplacé par la timidité, voire de la gaucherie. Bon, elle verrait bien, en attendant, il fallait ranger les robes pour qu'elles se défroissent.